Bien, chers amis, vous aurez pu admirer la remarquable sauvegarde, le remarquable état de conservation de ce haut lieu, malgré sa position topographique bas-lieu, ce haut lieu de la mémoire montpelliéraine et la mémoire juive européenne. Fin du XIVe siècle, c'est la fin de l'âge d'or du judaïsme occitan. En 1306, quand ils sont expulsés, ils vont en Espagne, où ils auront un sursis de près de 2 siècles, expulsés par les rois très catholiques Isabelle et Ferdinand en 1492, expulsés ou convertis de force au Portugal en 1497, puis en 1500 en Provence, etc. En 1394, dernière expulsion des Juifs du royaume par Charles VI, là ils vont effectivement se diriger vers le Conclave des Saints, qui est une enclave pontificale qui n'est pas en France, ça appartient au pape. Elle deviendra française, cette enclave, à la Révolution, où là, le pape, comme l'évêque de Maglone, un peu plus haut dans le temps, accueillera les Juifs, car témoins de la vérité chrétienne, mais seront marginalisés dans le vêtement, signe distinctif, rouelle, pièce d'étoffe ronde censée rappeler les deniers de Judas le prêtre, voulu par le concile de Latran de 1215, ce signe distinctif dans le vêtement qui n'est pas une invention chrétienne, mais qui est une invention arabo-musulmane au 8e siècle avec le pacte d'Omar, qui oblige les non-mahométans, juifs, chrétiens et zoroastriens, à porter un signe distinctif. Chapeau pointu pour être identifiable, reconnaissable dans la rue, et quartier clos. Ici, ce n'était pas des quartiers clos, des ghettos. Le terme est impropre et anachronique. Impropre parce que c'était des quartiers ouverts, pas fermés à double tour comme à Venise au XVIe ou en Europe de l'Est. Ce n'était pas effectivement donc des quartiers fermés. Et puis le terme apparaît au XVIe. Ici, nous sommes bien avant. Donc c'est anachronique d'employer ce terme italien, ghetto, qui vient de getto, gettare et fonderie, qui voilà, est effectivement dans l'esprit de tout un chacun, un quartier fermé à double. Ici, c'était un habitat judéo-chrétien mêlé. Certes, les Juifs, coupables de nombreux torts, de nombreux maux, se verront, ne pourront pas être propriétaires, mais uniquement locataires. Mais somme toute, cela se passe relativement bien. Absence de Juifs, malgré les cas de crypto-judaïsme, de maranisme, jusqu'à la Révolution française. La Révolution française, 1789, 1791, la déclaration des droits de l'homme citoyen, les Juifs sont les premiers représentants du mosaïsme émancipés sur le vieux continent, et tout au long du XIXe siècle, ils vont s'intégrer harmonieusement dans l'Hexagone, en différents temps, différentes étapes. Les consistoires napoléoniens vont accélérer l'intégration de ces Juifs en France. Nous avons une intégration qui passe par l'étude, par l'université, par le droit par exemple. On pourrait distinguer pour la ville de Montpellier 2 figures paradigmatiques, Eugène Lisbonne et Israël Bédari. Eugène Lisbonne, dont la rue de l'ancien conservatoire porte le nom, tout comme Israël Bédari, étaient 2 avocats effectivement, qui se sont intégrés relativement harmonieusement par le droit. Pour la ville de Nîmes, nous devrions citer 2 autres exemples paradigmatiques, avec Adolphe Isaac Rémieux, qui s'est battu pour l'émancipation des Juifs de Roumanie, dernière communauté européenne émancipée lors de la conférence de la paix de Paris en 1919, et à qui l'on doit le fameux décret Caillé, qui fait des citoyens, qui fait des Juifs d'Algérie des citoyens à part entière, alors qu'ils étaient des citoyens en statut d'infériorité. Et c'est pour cela qu'ils devront partir d'Algérie, alors qu'ils sont là, avant les conquêtes arabes, en Algérie depuis des temps, là aussi, immémoriaux.
Eugène Lisbonne, Israël Bédaride, Adolphe Isaac Rémieux, Bernard Lazare, voilà quelques exemples de représentants de la loi mosaïque qui s'intègrent en France. Heureux comme un juif en France, de nombreux juifs persécutés par les pogroms en Europe de l'Est trouveront refuge en France, pays des droits de l'homme, où les citoyens sont effectivement libres et égaux. Et ainsi, nous aurons énormément de juifs roumains, russes, ukrainiens, toute l'Europe de l'Est s'installeront dans l'Hexagone, beaucoup d'étudiants. Ici, nous aurons des étudiants juifs sionistes, qui s'appelaient à l'époque les étudiants juifs palestinophiles, amoureux de la Palestine. Nous aurons des étudiants juifs bundistes, socialistes révolutionnaires, car les juifs à la fin du 19e, en Europe de l'Est, n'étant point émancipés, étant sujets à des persécutions quotidiennes, vont embrasser deux courants censés être émancipateurs, qui sont nouveaux, le communisme, le socialisme révolutionnaire, l'égalité pour tous, et le sionisme, le retour à la patrie ancestrale. Deux courants qui vont s'affronter lors de joutes oratoires, il y aura les étudiants sionistes ou les étudiants juifs communistes, mais chacun de ces deux courants, sincèrement convaincu d'œuvrer dans l'intérêt des juifs, et notamment des juifs d'Europe de l'Est. Les juifs français, au départ, n'étaient pas très concernés par le communisme, parce qu'ils étaient relativement bien intégrés. De même pour le sionisme, parce que, ma foi, retourner faire fleurir le désert, ça leur disait pas trop. Donc l'accueil de Théodore Herzl va être assez mauvais en France. Mais indubitablement, c'est effectivement l'affaire Dreyfus qui aura un impact décisif sur la création de l'État d'Israël. Et oui, parce que lors de l'affaire Dreyfus, le journaliste de la Neue Freie Presse venu couvrir l'événement, Théodore Herzl, qui était un juif assimilé, dont il avait souvenir de son judaïsme que pour sa communion, sa bar mitzvah, va entendre dans les rues de Paris, non pas mort à Dreyfus, et l'histoire montrera qu'il n'était point coupable, mais mort aux Juifs. C'est un bouleversement pour lui. Comment, dans la patrie des droits de l'homme, on entend dans les rues de Paris mort aux Juifs? Il écrira en une ligne der Judenstaat l'état des Juifs, pas traduit par l'état juif, et c'est d'une solution moderne pour le peuple. Au début, il envisagera un sionisme sans Sion, c'est-à-dire un pays sécurisé pour les juifs persécutés de par le monde. Puis ensuite, il se dira, mais oui, mais les juifs ne viennent pas de nulle part. Lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, on trouve des pièces de monnaie en hébreu, des vestiges en hébreu, en grec ancien ou en latin. Bref, les juifs ne viennent pas de nulle part. Ça serait une réparation suite à la colonisation et à leur exil séculier. Et donc, il va mettre sur terre le sionisme politique moderne en différents actes avec les congrès de Bâle qui auront lieu jusqu'au plan de partage de 1947 et la création de l'Israël contemporain. Donc, Montpellier, la France sont accueillants. De nombreux étudiants juifs s'intégreront ici et, somme toute, participeront au quotidien des Français. Citoyens à part entière, ils verseront leur sang pour la République en 14-18 et malgré ce rôle joué au quotidien pour la défense de la France, se verront avec la Seconde Guerre mondiale et la Shoah détruits par le régime nazi et sont complices zélés de l'État français vichiste. La France est un pays donc intégrateur, mais qui connaîtra des marches arrière avec l'affaire Dreyfus et le régime d'État français. La Seconde Guerre mondiale commence, c'est la défaite, c'est la débâcle. Les Juifs sont tenus responsables non seulement de la défaite mais du déclenchement de la guerre. Vichy, le gouvernement d'État français, se met en place et dit un certain nombre de lois, arsenal législatif répressif, qui met au banc de la nation les représentants du judaïsme. 400 lois, ordonnances, décrets, qui excluent les juifs de nombreux métiers, d'échéance de leur citoyenneté, si chèrement acquise avec la Révolution,
statut des Juifs 1, statut des Juifs 2, arianisation économique. Lorsque l'on parle de la destruction des Juifs d'Europe, on pense toujours, évidemment, au gazage et à la crémation d'Auschwitz. Mais ça commence avec la perte de la citoyenneté, avec l'arianisation économique, la spoliation des biens juifs, puis ensuite les arrestations, les tracts, la déportation, jusqu'à l'arrivée, effectivement, dans les camps d'extermination d'Allemagne et de Pologne. En France, il n'y a pas eu de camps d'extermination, il y a eu des camps de transit, ces camps de l'anti-France, pour paraphraser Serge Klarsfeld, sauf le Struthof d'Alsace, mais sinon pas de camp d'extermination. Et dans notre région, vous aviez le grand camp du Sud, le Risac, en Provence-les-Milles, et non loin d'ici, oublié sur la carte du Tour de France de la mémoire, le camp de transit d'Agde, édifié pour des réfugiés civils de la guerre civile espagnole, qui accueillera des démobilisés tchécoslovaques, des travailleurs indochinois, des tziganes et des juifs. 300 enfants juifs et 30 enfants tziganes seront sortis de ce camp, échappant aux griffes nazies et vichistes, par Sabina Zlatine, la monitrice des enfants d'Isieux, qui œuvrera au sein de l'œuvre de secours aux enfants pour le sauvetage d'enfants juifs traqués. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré les temps sombres, il y a eu un maillage impressionnant qui s'est mis en place pour sauver les Juifs pendant la Shoah, les organisations de secours et d'entraide, l'œuvre de secours aux enfants, l'organisation Reconstruction Travail, le mouvement de la jeunesse sioniste, les Joint américains, qui ont essayé autant que faire se peut de sauver le maximum de Juifs de l'anéantissement. À Montpellier, des justes parmi les nations, des gens, pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques, des raisons d'humanisme, de solidarité, vont tendre la main à leurs frères aînés dans le danger. Le père Paul Targuel de la paroisse Sainte-Bernadette, l'abbé Prévost, les sœurs dominicaines du monastère des Tourelles, les gens d'église, frères en Abraham, des universitaires, le doyen Jourda de la fac de lettres, le professeur Balmès, le professeur Giraud de la faculté de médecine, resteront à la postérité pour avoir sauvé les Juifs au péril de leur vie. Dans les Cévennes, non loin, dans la Bonnage nîmoise, des Juifs seront aussi protégés. Sinon, le bilan de la Shoah eût été encore plus lourd. Au lendemain de la guerre, les communautés sont exsangues, squelettiques, meurtries par la Shoah. Beaucoup ont disparu dans les camps ou ont immigré en Amérique ou en Israël, laissant derrière eux une Europe qui les attend aimée et donc détruite. Ces communautés squelettiques vont être revivifiées, revigorées par l'apport d'un judaïsme séfarade maghrébin. Les Juifs d'Algérie, de Tunisie, Maroc, avec la décolonisation, le rapatriement, vont revigorer ces communautés, apportant un judaïsme exubérant, un peu plus pieux, plus religieux, décomplexé. Et effectivement, ce judaïsme ensoleillé permettra de reformer, de recomposer une mosaïque de collectivité, de judaïcité locale. On retrouve les Juifs dans les mêmes métiers qu'à l'époque médiévale, en médecine, en droit et dans le commerce. Car si les Juifs au Moyen-Âge étaient d'éminents médecins et philologues, ils avaient le monopole des soieries et des étoffes. Quand ils avaient le monopole des amandes à Aix, les Juifs ont joué un rôle dans la création du calisson et presque le monopole du corail à Marseille. Souvent, les Juifs ont embrassé des nouveaux métiers, des nouveaux courants censés être émancipateurs. Par exemple, fraîchement convertis au catholicisme, ils importeront des comptoirs coloniaux, les drogues douces que sont le tabac, le café et le cacao. On le doit à des chrétiens d'origine. Lors de la montée des périls dans les années 30, beaucoup d'artistes vont trouver refuge en Amérique et créeront le Hollywood d'aujourd'hui, les nouveaux studios. L'ensemble des studios ont été créés par les Juifs. La métro Goldwyn-Mayer par M. Goldwyn et Mayer,
la 20th Century Fox par M. Fuchs, la Paramount, etc. Souvent embrassant des nouveaux métiers, des nouveaux courants, censés faire avancer leurs droits, leur cause. Car, vous l'aurez compris, les Juifs ont des droits comme tout le monde, pas depuis longtemps. Pour ce qui est de l'Europe, la Roumanie, la dernière nation les ayant émancipés en 1919, la France en 1791. Premier acte de l'histoire des Juifs à Montpellier et en France, en tout cas pour Montpellier et ses voisines, un acte séfarade. Séfarade en hébreu veut dire Espagne, et par extension le bassin méditerranéen, qui se clôt douloureusement par les expulsions. Deuxième acte de la Révolution française à la Shoah, un acte éminemment ashkénaze, Allemagne et Europe de l'Est, qui se termine là aussi tragiquement avec la Shoah. Troisième et dernier acte de l'histoire des Juifs à Montpellier et en Languedoc, un acte séfarade du Maghreb, qui commence en 1962 ou un tout petit peu avant, et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'histoire immédiate. Quel avenir pour les Juifs en France, avec la résurgence de l'antisémitisme et ces nouveaux canaux de conjugaison que sont le négationnisme, le trop-plein de Shoah, la concurrence mémorielle ou certaines formes d'antisionisme? C'est le grand point d'interrogation. Les Juifs français sont inquiets, à tort, à raison. Ont-ils un avenir? En tout cas, l'histoire a montré que quand il y a eu des départs ou des massacres, de nouvelles phases, de nouvelles communautés se sont reformées au fil du temps. Voilà ce que l'on pouvait dire rapidement sur le rôle, sur l'impact, sur la présence juive à Montpellier et en Occitanie. Vous pouvez approfondir effectivement à travers une série d'ouvrages scientifiques ou de vulgarisation que je serai heureux de vous conseiller, avec le hors-série Midi Libre sur les Juifs d'Occitanie, qui mettra en lumière l'impact intellectuel au Moyen-Âge des collectivités juives dans la cité, Montpellier et la médecine, Lunel et l'exégèse, Vauvert et le mysticisme, et vous en apprendrez un petit peu plus, non seulement sur l'histoire du peuple juif, mais sur l'histoire du christianisme, dont les racines sont hébraïques, sur l'histoire de Montpellier, et ce sera effectivement une belle occasion de vérifier son histoire, sa géographie, et sans aller jusqu'à découvrir que l'on a des racines hébraïques, mais en tout cas, mieux comprendre ces relations fort anciennes entre frères ennemis monothéistes. Et pour ce qui est du savoir, ces rencontres judéo-chrétiennes autour du legs gréco-arabe.